On va faire un petit peu de Moyen-Âge. Enfin, on va y revenir, on ne l'a pas complètement abandonné. L'empreinte de cire sur lac de soie verte, qui est encore appendue à l'acte de capitulation, on pourra débattre si c'est un traité ou pas, de l'acte de capitulation que valide le comte de Toulouse Raymond VII à Paris le 12 avril 1229, est sans doute la première qui fut réalisée par une matrice toute neuve. Le document est conservé aux Archives nationales, désolé, il ne vient pas d'ici. Et cette matrice, et donc le sceau, l'empreinte qui en a été effectuée, indique sans doute l'intervention personnelle du roi des Francs, ou de sa mère, Blanche de Castille. Dans la commande de celle-ci paraît plus que probable. Plusieurs indices permettent d'aller dans cette direction, et c'est ce que nous allons essayer de démontrer. Alors, par une des facéties de l'histoire, le document se trouve actuellement à Toulouse. Il se trouve à Toulouse et il se trouve précisément au musée Saint-Raymond dans le cadre d'une exposition intitulée Cathare, Toulouse dans la croisade, ce qui me permet de lui rendre tous les jours, ou presque, une petite visite. Donc voilà, je profite de cette aubaine que ce traité signé à Paris, scellé à Paris, se retrouve, ironie du sort, se retrouve à Toulouse actuellement dans le cadre d'une exposition. Et parce que ce traité est essentiel à l'histoire régionale, nationale et européenne, il s'est imposé pour figurer en 4e de couverture du gros catalogue de 3 kilos produit pour la dite exposition, donc pour vous montrer que voilà, c'est un document dont l'actualité est assez rebondissante. Bon, trêve de plaisanterie, on va parler de traité, et donc de ce traité de 1229 et de la matrice royale qui a sans doute été exécutée à ce moment-là. Cette marque de cire produite en 1229 est différente de celle qu'utilise le comte de Toulouse, Raymond VII, devenu comte en 1222. Et donc, dans le cadre de son avènement, une matrice a été faite à ce moment-là, et on en a une seule trace, un seul exemplaire, encore en place, qui est daté donc du mois de novembre 1222, donc quelques mois après son avènement, et qui est donc appendu à une confirmation des franchises accordées à un castrum, le castrum de Cordes, dans le Tarn actuel. Alors vous voyez, il est en très mauvais état, même s'il a été restauré. Néanmoins, il permet, vous allez me croire sur parole, il permet de voir une représentation type de majesté à l'avers, enfin on peut discuter à nouveau de l'avers et du revers, à l'avers et au revers, un bon vieux type équestre. L'empreinte de 1229, je reviens rapidement dessus, l'empreinte de 1229 comprend une légende qui, sur les deux faces, tient précisément compte du contenu du traité dont il est question. Alors que le prince, le comte de Toulouse, se présentait auparavant, à l'instar de ses prédécesseurs, comme duc de Narbonne, comte de Toulouse et marquis de Provence, il doit se contenter dorénavant, en 1229, d'un titre simple et unique, et qui est répété sur les deux faces, justement, celui de comte de Toulouse, Sigillum Raimundi Dei Gratia Comitis Toulouse. Le duché et le marquisat font partie des territoires dont se voit privé celui qui a voulu s'opposer à la volonté du roi de France et de l'Église romaine durant la croisade contre les Albigeois qui a débuté en 1209. Le texte du traité le mentionne clairement, je cite, « Toutes les autres terres qui se trouvent en deçà du Rhône, dans le royaume de France, et tous les droits que nous y possédons, nous pourrions y posséder, nous les abandonnons expressément et totalement à notre Seigneur, le roi, et à ses héritiers, à perpétuité. Quant aux terres qui sont au-delà du Rhône, dans l'Empire, et à tous les droits que nous y possédons, ou pourrions y posséder, nous les abandonnons expressément et totalement à l'Église, en la personne de son légat, à perpétuité. » Donc, avers et revers, ici, présentent une certaine élégance qui, je dois le constater, ne caractérisait pas le modèle antérieur, même s'il est très abîmé. Enfin, on a quelque chose ici d'assez sophistiqué. Il est appendu, donc, la facture de ce document indique une rupture évidente avec toutes les effigies qu'arboraient précédemment les comtes de Toulouse. Je vous remets, par exemple, celui de son père, Raymond VI, au début du XIIIe siècle, en 1204 particulièrement. Par le style, le sceau de Raymond VII semble proche de ce qui est alors en vogue dans les officines des artisans parisiens. Pierre Bonny l'avait d'ailleurs observé en son temps. Il avait établi ce rapprochement sans vraiment prolonger son analyse, en s'appuyant sur la nature propre
du traité. Je cite Pierre Bonny. L'influence du nouveau type de majesté que le roi Louis IX adopte en 1226 au moment de son avènement est sensible sur une œuvre dont nous pensons qu'elle fut gravée par un atelier parisien, bien qu'elle concerne Raymond VII, comte de Toulouse en 1228, à la mort de son père. Bon, il se trompe un petit peu dans les dates, c'est pas grave, car elle était alors en négociation avec la reine mère. Ce sceau, qui reprend tous les éléments du type paternel, a adopté en effet le style parisien, mais on peut penser qu'à son retour à Toulouse, le comte fut critiqué pour ce choix, car il se fit graver un second sceau de même type, mais sans doute par un artiste toulousain, où est reprise la stylisation romane des drapés. J'en reparlerai tout à l'heure. Donc Pierre Bonny avait une bonne intuition, mais il n'était pas allé au-delà du document, à savoir faire le lien entre le sceau et le traité. Alors effectivement, certains détails laissent percevoir que les modifications de 1229 ne sont pas le fait d'une initiative princière toulousaine. Ainsi, le château Narbonnais, que vous voyez sur le type de majesté, le château que tient le comte dans sa main, qu'on appelle le château Narbonnais à Toulouse, ce château Narbonnais prend ici une forme stéréotypée de la forteresse maçonnée avec un donjon central encadré par 2 tours latérales. Simple topos, il devient par sa banalité même un château comme un autre. Il perd son caractère toulousain pour prendre la forme de la Castille héraldique. Ce nouveau schéma architectural s'explique. Sur le parchemin, le comte de Toulouse vient de s'engager à livrer au roi son palais, son château, pour les 10 ans à venir, et à le démilitariser dans les plus brefs délais. Imaginez, conçu par les clercs de la chancellerie parisienne, le palais toulousain est un château quelconque, comme il en existe plein sur les sceaux autour des rois capétiens et de leur entourage. Quant à la majesté princière, elle abandonne la frontalité du port de tête, un peu trop direct sans doute. Je vous remets, les comtes de Toulouse avaient un port de tête vraiment bien en face de ceux qui regardaient l'empreinte. Là, ici, on voit qu'il y a un léger 3/4, une position un petit peu plus nuancée pour sans doute corriger cette majesté. Sur le revers, pour ce qui est du type équestre de guerre, il laisse place à un équipement militaire correspondant à ce qui se produit de mieux, à savoir en France, en Île-de-France, dans le premier quart du XIIIe siècle. Je ne m'arrêterai pas sur l'équipement, mais ici, en tout cas, il porte un équipement qui correspond au standard français, entre guillemets. Néanmoins, il y a quelques permanences qui permettent au comte de Toulouse de sauver la face dans un contexte de traité de capitulation. Ces permanences sont perceptibles dans cette nouvelle matrice. La structure de composition des 2 faces demeure en place avec le respect de cette dialectique entre type de majesté et type équestre. Les armoiries, la fameuse croix de Toulouse qu'il faut appeler croix raymondine, cette croix n'a aucune modification notable, et le soleil et la lune qui encadrent aussi bien à l'avers comme au revers le chef, la tête du comte, continuent d'accompagner donc la personne princière. Quant au diamètre du sceau, il n'a pas été modifié, il fait aux environs de 85 mm. Cependant, en offrant une matrice parisienne et royale, la propre cousine du comte de Toulouse, à savoir Blanche de Castille, ainsi que l'Église romaine, lui accorde un surcroît de crédit en faisant rajouter dans la légende la précieuse incise Dei Gratia. À l'avers, toutefois, cette insertion n'est pas placée n'importe où. Les quelques lettres de Dei Gratia qui sont inscrites, en fait, encadrent symboliquement les membres inférieurs posés sur le piédestal. Elles servent d'assises, de soubassement à un siège comtal réduit à la forme ici d'une simple banquette, alors que le père du comte portait, vous voyez, un trône, je mets des guillemets à trône, en l'occurrence ici un fauteuil à dossier. Donc on est passé du fauteuil à dossier à la banquette. J'y reviendrai là aussi. Ce comte de Toulouse, depuis décembre 1215, depuis le traité de Latran IV, depuis le concile, pardon, non pas le traité, pape et roi nomme, je cite, Raymond, fils de Raymond, autrefois comte de Toulouse. Donc ce comte de Toulouse est redevenu comte aux yeux de Blanche de Castille et de son fils par la grâce du roi des rois, Dei Gratia. Sous cette nouvelle majesté, le caractère antique de la vêture, nettement moins romanisant qu'auparavant, est conservé, même accentué, conférant à l'apparence princière une certaine élégance, pour ne pas dire une certaine noblesse. Preuve une fois de plus que l'usage de cette effigie trônante ne constitue aucunement une forme de lèse-majesté à l'encontre de la personne royale, comme l'avait cru et écrit Robert-Henri Bottier.
Si elle avait été perçue comme telle, vous imaginez bien qu'au moment de concevoir cette nouvelle matrice, la monarchie française aurait dit son mot et n'aurait pas repris le modèle antérieur. Bref, il est évident que cette monarchie capétienne, en tout cas l'entourage du roi, a supervisé la conception de la marque comtale. Il s'agit bien ici d'une matrice qui fut imposée. Mais elle ne bouleverse pas l'essentiel du message délivré par les Raymond depuis le milieu du XIIe siècle. À la lecture du nouveau sceau comtal, l'humiliation de la pénitence infligée à Notre-Dame de Paris semble atténuée par ce geste de mansuétude qui consiste à ne pas altérer l'imago princière. Visiblement, le comte de Toulouse capitule, mais on ne souhaite pas porter atteinte à l'honneur de la dynastie raymondine, même si l'honneur ancestral, lui, se voit irrémédiablement amputé de quelques prétentions sur certains territoires. Alors, produire une matrice réalisée pour la circonstance n'est pas une nouveauté pour les Capétiens. Déjà au XIIe siècle, quand au cours de l'année 1173, Henri le Jeune, le fils de Henri II, se révolte contre Papa, son chancelier rallie le camp de ce dernier et emporte avec lui la matrice du futur souverain. C'est une aubaine pour Louis VII qui s'empresse non seulement d'accueillir le jeune prince, mais de lui produire une nouvelle matrice de sceau. 40 ans plus tard, Philippe Auguste intervient à son tour dans la commande des matrices des vassaux placés sous sa garde. C'est notamment lui qui est à l'origine du premier grand sceau du comte de Champagne en novembre 1214, comme l'a très bien démontré Arnaud Baudin. Et sous le règne de Louis IX, ce sera le tour du vicomte Trincavel de voir un changement de matrice et même un bris de matrice en 1247, et donc une nouvelle matrice qui est imposée par le roi. Donc voilà, c'est le cas toulousain s'insère dans cette longue série. Là, ça se posait la question de l'exécution, de la fabrication de cette matrice. Est-ce qu'on peut donner une date ? Dans les années 1270, un chroniqueur qui a été chapelain de Raymond VII, qui s'appelle Guillaume de Puylaurens, écrit « Quand tout eut été parachevé et scellé, le comte fut réconcilié le vendredi saint. » Et effectivement, il faut tenir compte un petit peu de la chronologie avant le traité et après. Il ne faut pas oublier de signaler que des entrevues préparatoires ont d'abord eu lieu à Meaux, dans les terres du comte de Champagne, Thibaut IV, qui est aussi cousin du comte de Toulouse. Ce prince avait proposé ses services comme interlocuteur entre les deux parties, entre l'Église, le roi et les Toulousains. Et il voulait, dans un premier temps, permettre l'établissement d'une discussion avec le diacre et cardinal et légat du pape, à savoir Romain de Saint-Ange. Et donc, quelques discussions préparatoires avaient lieu en décembre 1228 et janvier 1229. On peut donc supposer, sans prendre trop de grands risques, que le projet de cette nouvelle matrice a sans doute germé dans les esprits de l'entourage royal et sans doute pontifical, peu de temps après les premiers résultats des pourparlers entamés à Meaux à la fin de l'hiver 1228-1229, sans doute donc vers février. Donc le traité a lieu en avril. Cela nous laisse 2 mois, ce qui pour un graveur de matrice travaillant dans un atelier parisien n'était pas un très grand défi. À titre de comparaison, on peut rappeler que la matrice du premier grand sceau du roi d'Angleterre, Henri III, fut réalisée à Londres par l'orfèvre graveur, maître Walter de Ripa, qui exécuta en quelques semaines une double matrice d'argent de 100 mm de diamètre. Il faut insérer aussi ce sceau et sa matrice à la fois dans le traité et dans ce qui a suivi immédiatement le traité. Donc je vais parler d'adoubement, ce qui peut paraître assez surprenant, mais vous allez voir que ça a un sens aussi pour comprendre ce sceau et le traité qui l'accompagne. Durant son séjour parisien, le comte de Toulouse est adoubé chevalier par le roi le 3 juin 1229, c'est exactement le jour de la Pentecôte. Il faut donc revenir sur cette entrée en chevalerie qui est intimement liée à la livraison d'une nouvelle effigie comtale, ainsi que sur le rapport étroit qui existe entre adouber et servir Dieu et son souverain. Le temps liturgique et spirituel qui se déroule de Pâques à Pentecôte, exactement 50 jours, constitue un moment idoine pour armer un nouveau chevalier. Cette cérémonie semble être le pendant de la pénitence que vous avez à l'écran, accordée à un Raymond VII qui vient de se trouver réhabilité dans ses droits de chrétien le jeudi saint, c'est-à-dire le 12 avril. Via l'adoubement, ce séjour à Paris permet à cet adulte de 32 ans
de renaître sous l'apparence d'un comte de Toulouse fait chevalier par le roi. Le jeune roi de 15 ans et la prudente Blanche, en adoubant le prince, redevenu digne d'être revêtu de la parure blanche du futur Milès, alors qu'il faut rappeler qu'il avait été excommunié en janvier 1226, achève de l'investir de ce que le traité de Paris lui laisse encore entre les mains, à savoir le comté de Toulouse. Un honneur qu'il reçoit contre la promesse de l'hommage lige. Donc c'est aussi la première fois qu'un comte de Toulouse fait un hommage lige. Réalisé un peu de temps après la mise par écrit du traité, l'adoubement de Raymond VII, le premier qui soit attesté pour un prince toulousain, donc il se passe vraiment plein de nouveautés le jour pendant ce traité, a une véritable portée symbolique. Il a toute sa place comme la pénitence publique et l'hommage prioritaire dans la redéfinition des bonnes relations que doit entretenir le comte avec son roi. Cette cérémonie, donc, réactive le rapport de confiance entre pairs, mais aussi entre souverains et dépendants. L'état de chevalier permet donc aux Toulousains de devenir maîtres d'une principauté circonscrite et concédée par le roi, une formation territoriale qui appartient bien au royaume de France et qui ne peut plus être revendiquée par le roi d'Aragon. De surcroît, cet épisode a lieu à un moment où l'empereur Frédéric II n'est guère en mesure de réagir puisqu'il est de combat alors en Terre Sainte. Et donc les terres d'empire que tenait le comte de Toulouse, ici Frédéric II ne peut pas intervenir. Donc l'acte est assez fort en termes territoriaux. Par sa dimension publique et devant à la fois la délégation toulousaine, devant le clergé et devant une grande partie de l'aristocratie française, le geste prodigué par le jeune parrain signifie que le nouveau vassal est reconnu apte à gouverner, qu'il est bien prédisposé au pouvoir, à la fois par la grâce de Dieu, instance supérieure et céleste, et par l'instance suprême sur terre, à savoir la monarchie capétienne. Intégré donc dans un rapport très particulier à son senior, qui pourtant, en l'occurrence, est un junior, qui est aussi un parent, le comte de Toulouse est digne de recevoir des mains de la famille royale une matrice de grand sceau réalisée pour la circonstance, un signe objet de sa capacité revivifiée à apposer son empreinte en raison de son nouvel état, c'est-à-dire de sa renaissance. Ayant été investi de sa principauté par son souverain, il peut à nouveau figurer en majesté comtale sur l'aveur du sceau. Ayant reçu ses armes de chevalier selon la volonté de ce même souverain, il peut paraître avec celle-ci sur le revers équestre, orné de ses armoiries dynastiques, car à la cour de France, le choix iconographique du type équestre de guerre est traditionnellement réservé aux nobles ayant été adoubés. Le roi et son entourage remodèlent, selon leur goût, l'effigie d'un prince régénéré par l'action de l'Esprit Saint. Les nouvelles missions du futur Milès se trouvent dorénavant gravées dans le métal et donc rappelées en permanence dans les traits de la matrice que l'on vient de confectionner pour lui. Elle sera désormais sa marque et elle est effectivement appendue à divers documents, comme le montre ce témoignage tiré de la collection de François-Roger de Guénière, qui nous montre ici une empreinte datant elle aussi de 1229. Cette matrice et ce sceau, pour un traité très particulier, laissent pour autant voir comment on conçoit la majestas et la potestas. Les mariages successifs de Raymond VI, le père de Raymond VII, avec des filles de la maison Plantagenet puis de la maison d'Aragon, n'ont fait que conforter le sentiment d'appartenir aux plus puissantes parentèles de l'Europe occidentale. Et c'est sans doute ce qui explique pourquoi la matrice de sceau de Raymond VII devient un enjeu symbolique au moment du traité de capitulation du printemps 1229. Après la pénitence imposée par l'Église et dans le sillage de l'adoubement royal, le prince est réinvesti du comté de Toulouse et reçoit sa marque personnelle des mains même du jeune souverain ou de sa mère. Celle-ci comprend une majesté qui se trouve confirmée par le Rex Francorum. Elle exprime ce que doit être l'exercice d'un pouvoir public, à savoir un pouvoir supérieur de commander, mais aussi un pouvoir de coercition, de punir, de juger par le rendu d'une sentence. Des fonctions qui se manifestent par le port de l'épée sur les genoux, tenus ici sur les genoux du comte, image concrète de la délégation que Dieu accorde au prince investi.
Par ailleurs, le château Narbonnais, c'est aussi l'endroit où le comte de Toulouse rend la justice dans sa principauté. La principale particularité affichée par les Raymond donc, transparaît dans l'exhibition de leur palais, le château Narbonnais, siège de leur pouvoir et lieu de la justice. Autre signe d'apparat sur lequel il faut s'arrêter, le trône. J'ai mis beaucoup de guillemets. L'assise plutôt basse de Raymond VII confère à Sa Majesté un caractère nettement moins ostentatoire que chez ses prédécesseurs. Mais en dehors de ce changement de siège, le comte reste fidèle à l'effigie adoptée par ses aïeux. Le prince trônant en majesté demeure une image publique au caractère officiel. Et le banc de justice fait figure d'emblème de pouvoir et d'autorité. Par sa fonction démonstrative et par sa puissance plastique, il contribue à renforcer le prestige de celui qui incarne l'ordre et la stabilité. Pour autant, c'est une matrice royale, pour autant, c'est une empreinte qui a été dessinée, conçue par l'entourage royal. Le lien avec les ancêtres peut être réactivé en fait dans la décennie suivante, quand Raymond VII est investi du marquisat de Provence des mains de l'empereur Frédéric II, titre que le comte de Toulouse rajoute sur la nouvelle matrice qu'il fait réaliser à son retour d'Haguenau après avoir obtenu une bulle d'or en décembre 1235. Et donc, changement de matrice qui va lui permettre, en quelque sorte, non pas d'effacer, mais de mettre à l'écart l'ancienne matrice. On constate effectivement que le comte est revenu à un modèle antérieur à 1229, et plus précisément au sceau de Raymond VI de 1204. Le graveur a repris une ancienne forme de pli du grand manteau posé sur l'épaule gauche. La vêture et la posture même du dynaste sont assez proches de l'exemple paternel, et l'épée a retrouvé une lame à pointe spatulée et non plus pointue. Seul le château Narbonnais demeure la copie quasiment conforme de 1229, à la différence près que les rosaces gothiques ont été supprimées dans cette dernière version. L'orfèvre avait donc sous les yeux la matrice ou une empreinte du second grand sceau de Raymond VI. Il s'inspire d'un modèle à l'ancienne. Comme si le prince Raymond VII avait voulu se débarrasser de l'effigie trop rigide dessinée par les Capétiens et revenir à une silhouette plus familière, aux contours, on va dire, plus raymondins. Quant aux armoiries, importantes pour distinguer l'identité toulousaine ici, en 1229, on voit que le bord supérieur à arête vive de l'écu dissimule le buste du comte. La tête disparaît sous le heaume à timbre plat qui a remplacé l'ancienne calotte conique que portaient ses prédécesseurs. Mais c'est toujours la croix, presque de forme grecque ici, qui attire le regard. Elle occupe tout l'espace du bouclier sur lequel elle se déploie de façon assez harmonieuse. En 1236, elle suit le mouvement impulsé par son propriétaire dans sa charge fougueuse. Si la forme du support n'a guère subi de modifications sensibles, son inscription dans un écu orné d'une bordure n'en fait pas moins ressortir son relief avec vigueur. Une fois de plus, le visage bien apparent sur l'avers de Majesté se trouve complètement absorbé par un heaume d'où sortent les rubans du couvre-nuque. L'empreinte de corde en 1222 montre que Raymond VII n'avait pas tardé à adopter la housse armoriée. Il le fait même d'ailleurs avant même le début de son principat, puisqu'on a des attestations écrites au moment de la croisade contre les Albigeois. La matrice de 1229 conserve encore ce dispositif visuel de la housse armoriée, ce qui semble indiquer que l'orfèvre parisien a travaillé lui aussi à partir d'un modèle, soit une empreinte comtale qu'il avait sous les yeux, ou à défaut un carton portant un dessin de celle-ci. Sur la pesante et ample housse bipartite, la croix des Raymond figure sur l'ensemble de la couverture, formant un efficace et spectaculaire écho à celle qui apparaît au centre de l'écu. En 1236, la matrice n'offre qu'une variante dynamique et sportive de cette combinaison créée par le dernier prince de la dynastie toulousaine. Cette projection de l'emblème sur les flancs de la monture accentue plus encore la personnification des armoiries dynastiques et la mise en signe du cheval. Comes et miles, le prince veut le paraître à travers son effigie équestre. Alors que la matrice de 1229 donne une image assez classique du type équestre, lequel oscille entre galop de combat et parade de tournoi, et j'opterais plutôt pour la notion de parade ici, même si les jambes antérieures sont levées.
La matrice de 1236, elle, illustre un traitement différent du thème de la charge chevaleresque. Il s'agit du saut nouveau d'un comte qui fait alors un retentissant retour dans les affaires provençales, les armes à la main, et qui met en valeur des qualités physiques du guerrier monté. Deux aspects frappent l'esprit. Le premier est la projection vers l'avant du cheval, dont les antérieurs forment un mouvement de cabré envolé, un jaillissement qui dynamise le saut du lourd destrier saisi en plein élan. Une posture non réaliste, mais qui évoque l'impulsion du départ au galop et la combativité de la bête. Le second est la position de la lance, couchée au-dessus de la tête de l'animal, prête à entrer en contact avec l'adversaire. La tension du corps est rendue manifeste par le fait que l'écu est tenu de façon ferme par le travers, comme si le futur coup à parer était déjà anticipé. Concentré sur son objectif, Raymond VII ne prend plus la pause, comme c'était le cas en 1229. La solidarité entre l'homme et l'animal, unis par le mouvement qui les emporte vers l'attaque frontale, illustre à merveille l'état de chevalier dans une scène qui abolit la conventionnelle rigidité de bien des figures sigillaires. Sur le sceau, comme dans la réalité du combat, le premier des princes se doit de paraître équipé du heaume et des innovations les plus récentes, marque significative de son autorité naturelle et de sa fine sensibilité aux évolutions techniques de son temps. En guise de conclusion, les trois matrices de grands sauts qu'utilise Raymond VII durant les 27 années de son principat sont donc toutes des matrices qui témoignent de ses investitures successives. Toulousaine en 1222, royale en 1229, impériale en 1236. Le changement de la marque princière qui fut imposé en 1229 est le tout premier effet concret, matériel et immédiatement visible de la capitulation raymondine. Un nouveau sceau qui doit se lire comme le rappel de l'adoubement et de l'investiture d'un comté par le suzerain. Une matrice aussi qui doit se lire comme l'inscription d'un pouvoir validé par Dieu et son Église à travers l'écho du Dei Gratia, grâce divine qui garantira la pérennité de ce principat. Jamais formule de corroboration n'eut alors autant de valeur que celle qui, ce jour-là, vint accompagner cette empreinte de cire flambant neuf. Et pour que ceci acquiert validité perpétuelle, nous avons fait confirmer cet acte par la garantie de notre sceau. Mais Raymond VII fit passer au-dessus du roi des Francs et du légat pontifical l'investiture impériale qui lui donna l'opportunité de changer et de titulature et de matrice, et donc d'empreinte. Des questions demeurent toutefois. Cette matrice, cadeau de prestige donné par le roi, était-elle en métal précieux, en argent? J'aurais tendance à le penser, mais rien ne l'atteste. Et que devint-elle après? Lorsqu'en 1236, Raymond VII réfléchit à une nouvelle matrice, est-ce qu'il a fait fondre l'ancienne matrice? Est-ce qu'il a réutilisé l'argent? Question que je pose peut-être un peu naïvement, mais qui doit être néanmoins posée. Je terminerai par cette dernière image, qui est celle de facsimilés que le musée Saint-Raymond, dans le cadre de l'exposition, a commandé à Agnès Prévost, et qui servent à faire de la médiation auprès du public dans le cadre de l'exposition. Ces artefacts très, très intéressants et surtout vraiment d'une très grande ressemblance, ces artefacts permettent de sortir du cadre restreint et frustrant de la vitrine et de faire découvrir au plus près ce qui nous réunit durant ces 2 journées. Merci de votre attention. Bien, merci Monsieur Massé pour cet exposé très détaillé, très fourni. Et je vais passer la parole à la salle pour quelques questions. Nous avons 10 minutes sur le programme, donc on peut poser des questions assez à l'aise. Bon. Oui, merci pour votre présentation. Donc j'ai une question. Est-ce qu'on ne pourrait pas penser que ce sceau, donc fait sur le modèle royal et parisien, comme vous l'avez bien précisé, il ne renvoie pas quelque part au contenu même du traité, dans la mesure où, enfin, je pense au mariage entre la fille de Raymond VII et Alphonse de Poitiers, où le rapprochement avec le modèle royal sur le sceau préfigure en quelque sorte le rapprochement dont le traité parle. Je sais pas. Non. Non, mais ce serait une façon de rapprocher finalement le comte de Toulouse du roi, enfin, du roi de France, en tout cas du modèle du roi de France. Oui, voilà.
Oui, je vois ce que vous voulez dire. Le mariage est un des 35 articles prévus, donc je ne vais pas dire qu'il était à la marge, parce que c'est absolument pas marginal du tout, mais je ne pense pas que ce soit ça qui entre en ligne de compte. Je pense qu'il faut vraiment plutôt l'intégrer, avec les autres exemples que j'ai fournis, avec le comte de Champagne ou avec le fils du roi d'Angleterre. Je crois qu'il y a vraiment, ou avec le vicomte d'Albi, Carcassonne, il y a vraiment la volonté, je pense, de modifier la marque, à travers la matrice. Après, le rapprochement entre le sceau et puis le mariage, non, enfin pour moi, il n'est pas direct, mais merci d'avoir posé la question, parce que c'est vrai que je n'avais pas particulièrement réfléchi. Mais surtout que le mariage qui est prévu à ce moment-là, il est prévu avec l'un des frères du roi. Enfin, c'est même pas Alphonse. Oui, le traité dit avec un des frères. Donc, Alphonse va arriver progressivement, mais au départ, il est prévu que la fille du comte de Toulouse soit donnée à l'un des frères. D'accord, merci. Je vous en prie. Merci beaucoup, parce que ce que tu as dit est vraiment intéressant, globalement, mais alors, pour moi, je trouve la question du style, qui n'est jamais abordée vraiment par les stylistes, la trouve tout à coup une exploitation tout à fait importante, et notamment à travers l'idée que tu développes, selon laquelle, au fond, l'orfèvre suivant aurait sous les yeux la matrice qu'il devrait. Et alors, ce qui est étonnant, effectivement, c'est qu'on voit bien qu'entre le premier sceau et le second, il y a une adaptation au langage parisien, un objet très harmonieux, très classique, en fait, ce classicisme d'Île-de-France. Mais alors, cette espèce d'involution pour le dernier, où on a l'impression qu'on fait volontairement, je ne vais pas dire moche, mais enfin volontairement local, enfin je ne sais pas comment dire, en fait. Il ne faut pas le prendre en mauvaise part. Et je me demande si c'est un fait exprès, ou si simplement parce que localement, on a un graveur qui fait ça. C'est-à-dire qu'on n'est plus en face d'un orfèvre parisien susceptible de produire. Voilà, c'était juste la question. Puis vraiment, voilà, là, la question du style est parfaitement signifiante, en fait. Ouais. On dit Non, quelque chose. merci pour ta remarque, parce que j'y pense au moment où tu la poses, la question. À la limite, Raymond VII, cette nouvelle matrice, il aurait pu la faire par un graveur impérial, à la limite. Donc effectivement, c'est sans doute une production locale. Bon, c'est pas très sympa pour les Toulousains, mais effectivement. Et donc je pense que c'est assez volontaire. Ouais. Je pense qu'il y a vraiment, pas une rupture, mais comme tu dis, une involution. Ouais. Le terme est très bien. Est-ce que ce ne serait pas par hasard le même graveur que celui du premier sceau Raymond VII? Celui de 1222. Alors le problème, c'est que le sceau est dans un... Oui, c'est ça. Ouais. J'avais essayé de faire des calques, il faudrait le retravailler avec... Pour moi, quand je travaille sur le style, c'est surtout à partir des chevaux, à partir des montures, qui est souvent un très bon indicateur. Et c'est pas le même style quand même. Enfin, de ce qu'on peut en voir, c'est très raide, hein, c'est très. On n'en a pas relevé par Gagnère dans celui-là. On ne peut pas chercher. Oui, non. Déjà, j'étais content de retrouver, même s'il est en piteux état, parce que c'est le seul. Ouais, c'est le seul. Je t'aurais posé la question du cadeau impérial au deuxième saut. Ouais. Ça serait imaginable ou pas que l'empereur, au même titre que Saint-Louis lui avait fait le précédent, que l'empereur, en faisant l'arc de Provence, lui fasse. Est-ce que tu as comparé des sauts à une production Non, j'ai pas comparé, mais en revanche, c'est vrai que dans le cadre de l'investiture, c'est vrai que les empereurs souvent accordent des matrices comme le droit de frappe, etc. Donc c'est une délégation de régalia en fait. Mais ouais, c'est étonnant. En même temps, cette investiture, elle est assez étrange parce qu'elle se fait en deux fois. D'abord en décembre 1235, puis Frédéric II le confirme en 1236, etc. Donc voilà. Mais on est à un moment aussi de forte opposition entre le roi de France à propos de la délimitation du royaume de France et de l'Empire. Donc je pense que là, Raymond VII, il est un peu gêné aux entournures. Donc bon, allez, on revient au vieux modèle garonnais. Et comme ça, on ne heurte personne, ni royal, ni impérial, toulousain. Parce que du coup, le château d'Arbonnay, on est d'accord que de toute façon, il ne pouvait pas le reprendre. Parce que tu as déjà insisté sur le fait qu'il avait conservé le type de Castille, et de fait, il n'aurait pas été légitime de faire représenter à nouveau le château d'Arbonnay. Ouais. Il le récupère en fait, hein, parce que c'est pour 10 ans, donc il le récupère effectivement. Ouais. Mais là, la matrice date de 1236, donc il le récupère en 39. Donc il n'a pas changé de château. Ouais. Ceci dit,
sur le dernier saut par le retrait des roses en architecture. Oui. En fait, on le dégoticise, en fait. Hein. Oui, oui. On le rend moins parisien, enfin moins Île-de-France C'est ça. que Rome. En fait. Oui, tout à fait. Mais, Oui. Voilà, monsieur. Alors, ce qui est vraiment très important dans les recherches que tu as menées sur les sceaux et l'emblématique des comtes de Toulouse, c'est ce que tu soulignais tout à l'heure, ce changement de paradigme, pour employer une notion à la mode, entre Bautier, pour qui le type de majesté était forcément associé à une titulature royale ou impériale, et puis justement, là, on voit que ce type que les Raymondins se sont attribués, au fond, le roi, profitant de sa victoire, le concède quand même officiellement aux Raymondins. Donc, rupture de cette trop facile synonymie entre majesté et royauté. Bon, néanmoins, quand même, ça laisse à penser sur comment la principauté toulousaine, les États toulousains, sont vus par ceux qui les détiennent et par ceux qui les regardent, vus d'ailleurs. En somme, on pourrait dire que s'il y a une doctrine à tirer de ce sceau de 1229, c'est que Raymond n'est pas roi, mais que les États toulousains, même réduits par le traité, sont considérés comme une entité qui n'est pas autonome. Comment dire? Comment trouver le mot pour la baptiser, cette entité? Une entité particulière à laquelle s'attache quand même un certain droit de majesté, une certaine majestas. Oui, mais je pense que ça passe par les femmes. C'est tous les mariages. Et alors, c'est tous les mariages. tous ces comtes de Toulouse, Ouais. depuis un bout de temps, sont des fils de reines. Et oui, aussi. tous. Et donc, le premier exemple qui heurtait les vues de notre cher maître Robert-Henri Bautier, c'était le sceau de Constance, donc la grand-mère, Oui, ça. la grand-mère de Raymond VII, Constance de France, qui semble avoir eu un rôle important dans la création d'un sceau officiel pour maintenant et pour l'avenir chez les Raymondins, elle-même se fait représenter de face trônante. Oui. Pas de sceptre, peut-être, mais enfin, cette représentation significative de face trônant. Et quand on fait des recherches statistiques, on voit que tout le monde ne se permet pas de faire ça. Ah, la Vierge a le droit de le faire. Dieu peut le faire. Mais ici-bas, et Gratia Dei, seulement en général des rois et des empereurs. Ceux qu'on dira plus tard souverains, puisque ce mot souverain, il faut quand même éviter de l'employer à toutes les sauces. Ouais. C'est seulement à partir de la fin du XIIIe que se définit vraiment la souveraineté. D'après un concept français, d'ailleurs. Voilà, bon, donc, les Raymonds ne sont pas rois, mais ils n'en sont pas loin. Et visiblement, c'est une idée qu'admet même le roi suzerain avant d'être bientôt souverain. Oui. Ils sont dans le concert royal de toute façon. Ils sont, voilà, à travers cette majesté, ils montrent qu'ils sont quand même dans une... Cette pose de face, c'est aussi, ça tu l'as très bien souligné, c'est aussi celle du juge. Alors le Christ, et ici-bas, les juges, on le voit bien dans les sceaux d'officialité, j'ai eu la faiblesse d'étudier parce que ce n'est pas un sujet très rigolo. Là, quand un prince exerce sa fonction judiciaire, il a le droit, enfin en tout cas il le fait, être représenté de face, dans un type qui s'apparente de très près quand même au type de majesté. Donc voilà, abandonnons des idées toutes faites, des idées trop rigides, admettons qu'il y a certainement n'importe qui ne peut pas être représenté de face trônant, assis, mais voilà, il y a des cas des approximations admissibles. Oui, il n'y a pas de bons graveurs à Toulouse, mais il y a des... C'est pas il est très bon, on se prend pour des rois. Graveur de Toulouse, mais il n'a pas la même culture visuelle, la même culture artistique
que celle des orfèvres parisiens. Bien Alors, sûr. pas besoin d'imaginer, au fond, que ce soit un cadeau. Le jeune Raymond, quand il arrive à Paris, il a l'obligation de changer de sceau puisqu'il faut qu'il change de littérature. Et bien, il s'adresse au fond aux artisans locaux, à ces artistes plutôt qu'artisans. Bon, alors le fait que le roi soit son parrain, c'est peut-être quelque chose qui incite à avoir un cadeau royal, mais c'est de toute façon une obligation politique et juridique que de changer de matrice à ce moment-là, et même si on fait abstraction de ta proposition que cette matrice serait un cadeau royal, de toute façon c'était une obligation pour lui d'aller chez pas le premier venu, mais chez l'artiste graveur de sceaux le plus proche à Paris. Et donc cet artiste a travaillé selon ses concepts à lui. Oui, mais moi j'ai vraiment tendance à penser quand même que c'est quelque chose qui vient de la cour ou ouais, parce que La Pentecôte, c'est un jour, c'est le jour préféré des amis. bien sûr, oui. Mais je pense que tout ça a été préparé parce qu'entre les pourparlers de mots et puis la rédaction du traité, l'adoubement, enfin tout ça est dans les tuyaux. Donc, après, voilà. C'est pas obligatoire. Oui, c'est pas obligatoire. Mais le fait que dans le cadre très particulier de la croisade contre les Albigeois, et notamment avec Trincavel en 1247, etc., où là, on fait briser la matrice devant lui, on lui en donne une autre, etc. Bon, je pense que c'est une façon aussi d'indiquer que le roi, le vrai roi, c'est celui qui justement accorde la matrice et qui accepte ou pas, qui valide ou pas la figuration. Le titre de comte de Toulouse, Oui. je ne crois pas. Ça fait partie de leur réinvestiture, en fait, je pense. Ça va avec l'adoubement, à mon avis. Il y a quand même un faisceau de convergence, on va dire. Alors justement, moi, je voudrais rester sur ces questions de représentation sigillaire et de ce qu'elles nous disent, avec cette fois-ci le revers. Tu évoquais le sceau de Thibaut IV, Oui. offert peut-être par Philippe Auguste en 1214. En 1214, justement, Thibaut IV, il n'est pas encore été adoubé, il a 13 ans, et il sera adoubé à la Pentecôte 1222. Et donc voilà, et pour autant, on nous le montre sur son grand sceau, en équestre, en chevalier, portant l'épée, portant au combat, voilà, il est pas adoubé. Donc voilà, je pense que ces sceaux, enfin ces représentations, elles nous montrent aussi des réalités qui ne le sont pas forcément. Donc quand tu dis que Raymond VII est représenté en équestre parce qu'il a été adoubé, pas toujours. Thibaut III, d'ailleurs, Thibaut III, le père de Thibaut IV, a lui aussi un sceau équestre alors qu'il n'a pas encore été adoubé. Oui, puis de toute façon, le type équestre, les comtes de Toulouse ont toujours eu, hein, donc c'est pas une nouveauté. Ouais. Mais le fait qu'on insiste sur... alors, je ne suis pas rentré dans les détails de certains équipements militaires, mais ce qu'ils portent, on ne le porte pas encore à Toulouse à cette époque-là. Donc c'est pour ça que c'est vraiment une conception Île-de-France. Alors après, ça n'empêche pas qu'il soit passé peut-être chez un artiste local, mais la parure militaire est réactualisée et c'est pas du tout le style méridional. Notamment, il y a la genouillère, hein, donc la protection du genou, qui va avec un type d'écu, qui n'est pas le type d'écu qu'on porte à ce moment-là dans le Midi. Donc, alors après, effectivement, ça ne colle pas directement avec le fait, enfin, les comtes de Toulouse ont toujours eu un type équestre, mais je pense que là, ici, c'est une façon peut-être. Et puis, s'il reçoit la matrice le jour du traité, le 12 avril, il est adoubé plus tard. Donc là, la corrélation n'est pas directe. Mais tout ça, je pense que c'est prévu. Et, enfin, à mon avis, on a réfléchi, de part et d'autre, on a beaucoup réfléchi à cette matrice. Bon, après, je vous pose la question, l'argent, Clément, Arnaud. Ouais. Il est probable aussi qu'à Paris, dans cette année-là, il n'y ait pas 15 graveurs qui soient capables de faire quelque chose comme ça. La chance, c'est peut-être même le graveur de rang. On voit bien les productions, on avait vu ça il y a quelques années, vers 1200, il y a tout un tas de membres de l'Église qui commandent visiblement chez le même graveur avec les sceaux. Moi, je pense qu'à ce niveau-là de commande, en fait, il n'y a pas beaucoup de praticiens susceptibles de produire des objets comme ça dans des délais courts, probablement dans des métaux précieux. Voilà, je pense qu'ils sont très peu.
Il y a beaucoup de graveurs de sceaux, mais pas beaucoup capables de dire quelque chose comme ça, parce que ça veut dire une division du travail. Il y a l'orfèvre qui sera lui, spécialiste de la légende. C'est des usages avec beaucoup d'intervenants qui demandent par ailleurs une organisation artisanale poussée. N'importe qui ne peut pas faire quelque chose d'aussi élaboré. D'autant qu'en plus, c'est un saut biphase, donc ça implique aussi des outils de scellage singulier. Il faut vraiment que les deux phases soient parfaitement calées. Donc en fait, là, il y a beaucoup d'éléments qui indiquent l'intervention d'un praticien de haut niveau. Il n'y a pas tellement que ça dans ces éléments. Ça permet d'expliquer cette espèce de la question du style, cette proximité stylistique. Ça ne se copie pas. Hein. C'est aussi une marque de tenue. Ouais, je vous enlève mon épave, je vous mets une belle marque parisienne. Est-ce qu'il resterait une dernière question? Non. Bien, dans ce cas, on va clore la journée sur ces quelques paroles et on se retrouve demain à 9h30 pour l'intervention d'Arnaud Baudin. Voilà. Donc, n'oubliez pas votre pièce d'identité, évidemment, parce que vous avez vu que la sécurité n'est pas forcément très accommodante. Et on se retrouve tous demain pour la deuxième journée de colloque, un deuxième temps de visite et plein d'autres interventions extrêmement intéressantes. Merci à tous et bonne soirée.